Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. On pourrait même nous ramener à des propos de Césaire qui expliquait que le seul crime que l'on reproche à Hitler, c'est d'avoir perpétré un génocide contre le même peuple. C'est vraiment cela. Et pourquoi je dis ça? Parce que cet épisode-là, pour nous, peuple afro, Bonjour à vous, chers membres de la famille des funérailles des tabous. Une fois n'est pas coutume, je reviens aujourd'hui pour présenter une émission qui est plutôt spéciale. Spéciale en quoi? Pour moi, c'est spécial puisque je vais recevoir déjà, vous verrez tous les animateurs, les chroniqueurs que vous avez vus défiler sur ces dernières émissions. Mais comme chaque fin d'année, il y a les vœux. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté des vœux de notre parrain. Le parrain, méfiez-vous, c'est pas forcément... Quoique, on pourrait l'appeler Don Ciar, tellement il a des choses à nous dire et qu'il nous a soutenus. Mais c'est vraiment, pour nous, c'est pas le parrain de l'Italie comme vous pouvez le connaître, mais c'est notre parrain vraiment de cœur, qui à chaque fois répondu présent à chaque fois qu'on l'appelait. Et moi, effectivement, en tant que producteur de l'émission, qui vient pour cette fin d'année, pour vous présenter effectivement, d'une part, tous nos vœux, mais aussi de parler des événements 2024 en compagnie de tous nos chroniqueurs et notre parrain. Claudie, comment vas-tu? écoute, ça va très bien, parce que je suis heureux de voir ce foisonnement de talents, d'esprit, de femmes et d'hommes qui imaginent un autre monde, parce qu'on est tous là, parce qu'on se dit qu'on a envie qu'un autre monde soit là, fasse jour, soit nous permette de nous exprimer, de dire qui nous sommes, pas seulement pour dire à l'autre « regarde, je suis comme toi », mais juste pour être nous-mêmes, l'estime de soi et tout cela. Et je trouve que les funérailles des tabous poursuivent justement cet engagement-là, ce travail-là, avec de nouveaux visages, avec de nouvelles ambitions, et ça c'est magnifique. Donc bravo à toi, bravo à toute l'équipe. Bah écoute, merci beaucoup. Donc tu les connais plus ou moins puisque tu es leur parrain aussi. Et je reçois effectivement tous nos animateurs, les chroniqueurs et animateurs. Je sais même plus, est-ce qu'on peut dire chroniqueur, animateur? Alison, bonjour. Bonjour Philippe. Tu es quoi toi? Je suis animatrice. Ah, et en plus de ça, je vais te dire, pour revenir sur tout ce qui s'est passé, tu t'es fait remarquer, les gens t'ont plébiscité. Je te félicite vraiment parce que, et là c'est sincère, tu as quelque chose qui est de l'ordre de la douceur. Mais je me rappelle... entre vous deux. De la douceur. Une douceur, mais elle s'est piquée en même temps. Et je revois cette émission tous les deux où tu lui dis attends, je sais où vous voulez aller vous, et elle allait tout en douceur t'amener sur une thématique par rapport aux Antillais et tu l'avais reprise, mais elle était toujours elle a son style à elle, Alison. Mais ce qui était intéressant, c'est la complémentarité qu'il y avait dans le regard, parce que lorsque l'on est, nous, dans notre communauté, dans nos combats, dans notre vision, on aime bien aussi avoir en face une personne bienveillante, constructive, et qui devient un miroir. Et c'est ce qu'Alison est et a été durant ce programme. Voilà. C'était intéressant. Pour moi, ça a permis de soulever des questions qui, en général, concernent notre communauté. Il y a des choses que tu as soulevées que je pense que beaucoup, en tout cas, ont découvert, notamment moi. Et des choses que je pense aussi qui ont été articulées et qui ont permis d'avoir un débat qui ont soulevé des réponses, en tout cas. Merci pour cet échange. Merci à toi. Alors, je vous le répète encore, c'est pour moi et pour nous, et pour peut-être vous, c'est une émission spéciale. Voilà, on va tous les recevoir. On va parler des événements 2024, je vous le rappelle, qui ont été marquants et qu'on va commenter. Et surtout, ces événements qui vont peut-être avoir une influence sur l'année 2025. Je reçois aussi, alors, lequel de ses talents? Allez, on va parler de Lucchini. Lucchini aussi, de par son côté pragmatique. Le gars parle très peu, mais quand il parle, il envoie des bombes, on peut dire ça. Et bravo aussi à toi, Lucchini. J'ai envie de te dire bienvenue parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, ton passage? Oui, alors. Et ton arrivée chez nous. Déjà, merci Philippe. Donc moi, c'est Lucchini. Donc aujourd'hui, j'anime un petit peu sur les funérailles des tabous. Donc d'abord, c'est un plaisir parce que dans un premier temps. On va dire ça comme ça pour l'instant. Ouais. D'abord parce que je pense que c'est nécessaire qu'on puisse s'unir un petit peu dans la communauté, d'une certaine manière. Et quand on ne peut pas soutenir financièrement, on peut aussi apporter ses connaissances ou ses compétences. C'est aussi une manière d'agir.
Et donc j'ai essayé d'apporter justement un peu de pragmatisme, une vision qui peut être aussi différente de celle de certaines personnes, une certaine jeunesse aussi, d'une certaine manière. Et donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager justement ces plateaux pour traiter un certain nombre de sujets. Ça permet de comprendre un peu les deux mondes qui existent aujourd'hui. Il y a vraiment un monde de l'Afrique, des personnes qui regardent avec une certaine forme de curiosité. C'est le monde dans lequel moi j'ai vécu. Et un monde aujourd'hui de la diaspora, des personnes qui se posent des questions sur l'Afrique. Et le troisième monde aussi, des personnes qui sont dans les Caraïbes, qui observent, qui se disent mais comment est-ce que ça se passe là-bas? Parce que les réalités dans les Caraïbes aussi sont parfois très difficiles. Et donc je trouve que c'est très bien que l'on travaille de cette manière-là et d'avoir aussi Claude Iciard que j'ai pu justement observer lors de la dernière émission que j'avais suivie où on a parlé justement des Caraïbes. Il y a eu le AirPrac aussi. Et donc encore bravo aussi. On te dit jamais assez bravo. Je pense que c'est important pour le travail qui est fait. Voilà. Bon. Le pragmatique utilise des euphémismes pour parler des difficultés aux Antilles. Oui, tu as raison, c'est pire que ça même. Mais ça, on va en reparler justement, je pense, sur les événements marquants de l'année 2024. Merci Lucchini, et je tiens aussi encore à dire que de par les commentaires que l'on suit, vos commentaires, donc n'hésitez pas. On a vu effectivement qu'il y avait un réel engouement autour de ta personne, mais en tout cas ta manière de présenter, ta manière de dire les choses. Donc je te félicite et bienvenue parmi nous. Merci. Bravo. Voilà. Alors l'autre personne que je vais encore vous présenter là, mais est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Bachois. Ah bah non, mais le gars, d'un naturel, d'un charisme et d'un naturel hors norme. Bachois, comment vas-tu? Que dire de plus? Là, je te laisse parler. Franchement, ça va. Ça va, et franchement, il y a vraiment une dimension au niveau de l'émotion, parce que ça fait plaisir d'être avec ses semblables et pouvoir échanger, tout simplement. Vous savez, nous, on a grandi, je pense qu'il y en a plein qui vont s'identifier avec de TF1 à M6. Voilà, on n'avait que ça pour se repérer. Et grâce à des grands frères comme Claudie, qui ont fait un combat risqué, on en a parlé aussi ensemble, ils se sont battus pour que des personnes comme nous, aujourd'hui, puissent émerger. Voilà. Je suis très content aussi qu'il y ait Alison. C'est très bien, moi, je suis dans le matriarcat africain. Et j'aime cette énergie-là aussi féminine. J'encourage aussi les sœurs qui veulent venir à venir. Et je suis très content d'être avec vous. Vraiment, pour moi, malgré les difficultés, on avance. Voilà. Donc, merci. Eh bien voilà, ceci étant dit, on va continuer. On va parler effectivement de ces événements 2024. Claudie, si tu pouvais nous introduire, nous lancer sur un événement qui te vient tout de suite, toi, en tête, qui a été marquant sur cette année et qui pourrait avoir des conséquences sur l'année 2025, ça serait quoi? Pour moi, c'est un événement qui a débuté en 2023, fin 2023. C'est à la fois l'acte qui peut être qualifié de terroriste, mais un acte de résistance d'un peuple occupé depuis trop longtemps, le peuple palestinien. On parle d'une guerre Israël-Hamas, pour moi c'est une guerre Israël-Palestine. Et pourquoi cet événement-là? Parce qu'en réalité, il dit tellement du monde dans lequel nous sommes. Il vient de mettre à nu l'hypocrisie occidentale. Il vient de mettre à nu cette capacité que l'Occident a à soutenir ses alliés, même lorsqu'ils commettent les pires crimes contre l'humanité. Et ça pourrait même nous ramener à des propos de Césaire qui expliquait que le seul crime que l'on reproche à Hitler, c'est d'avoir perpétré un génocide contre le même peuple. C'est vraiment cela. Et pourquoi je dis ça? Parce que cet épisode-là, pour nous, peuple afro, il doit avoir une résonance particulière. Il dit exactement qui sont ceux que l'on pourrait définir aujourd'hui parfois comme étant les adversaires de l'émancipation réelle de l'Afrique et des peuples et des mondes afro, du racisme et des discriminations envers des citoyens afro dans le monde occidental, dans les différentes nations occidentales. Et lorsque j'entends certains afros me dire « mais c'est pas notre problème, il y a du racisme des Arabes envers les Noirs » ou des choses comme ça, je dis « mais vous ne comprenez pas dans quel monde vous vivez. Vous restez persuadés, vous êtes sur des phénomènes sociaux, certes que l'on peut dénoncer, des discriminations et autres. Alors certains vous disent « oui, mais n'oubliez jamais l'esclavage arabo-musulman ». Et je ramène les uns aux autres en leur disant « n'oubliez jamais que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nos pays sont, les frontières des pays d'Afrique,
la déportation de millions d'Africains qui aujourd'hui peuplent l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, l'Europe aujourd'hui, eh bien c'est la conséquence d'une pensée d'un monde occidental, de sa volonté de dominer le monde, d'oppresser, d'esclavagiser, de dominer. Et que si nous ne prenons pas conscience de ce qui est perpétré contre certains, eh bien, nous n'arrivons pas à comprendre les raisons qui nous empêchent, nous, aujourd'hui, d'aller plus loin dans cette émancipation. Même si, et moi, je suis entièrement d'accord, je pense qu'aujourd'hui, ça avance, quoi, très clairement. Mais il y a encore des nœuds dans notre narrative, des nœuds dans notre imaginaire, des nœuds dans notre... On ne comprend pas que ce monde occidental, s'il avait vraiment été porteur d'une volonté réelle d'universalisme, ça se saurait. Et que ce qui est perpétré contre le peuple palestinien, en réalité, est une façon aussi, on doit le prendre comme ça, de dire aux autres peuples du monde, c'est nous qui sommes encore les maîtres du monde. Sauf qu'un autre monde est en train de se construire. Et que l'Occident le sait. Lorsqu'il soutient l'Ukraine, c'est parce qu'il sait qu'en face, il y a un pays qui veut démonter l'hégémonie occidentale. Lorsqu'il soutient Israël, c'est parce qu'il sait que ce génocide qui est perpétré contre les Palestiniens, il sait que derrière, il y a un monde qui veut mettre à mal l'hégémonie occidentale. Et c'est pour ça que pour moi, cet événement-là dit beaucoup du monde dans lequel nous sommes et des combats que nous devons mener. Je vais laisser ensuite... J'ai été très long, mais voilà, c'était pour qu'on contextualise un peu tout ça. Écoute, c'est très bien. Sur ce que tu viens de dire, je suis en grande partie d'accord avec toi. Je vais ensuite laisser la parole à mes animateurs. Moi, je suis au-delà de la religion. Je le dis parce que beaucoup invoquent la religion en disant « oui, mais la Bible dit ». Moi, je suis en dehors des histoires de Bible et de religion. Alors, justement, moi, par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est aussi ta position, ton positionnement à travers cette histoire. Parce que là, on est dans une temporalité, on parle de l'année 2025. On a aussi vu le Claudie 2023, 2022, 2020. Est-ce que, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient de t'entendre prendre des positions, après tu vas me dire si elles ont toujours été les mêmes, mais des positions, tu m'as dit Palestine, Hitler, on sent que il y a des velléités et des ambitions peut-être pour cette prochaine année 2025, 2026, 2027 à être clairement radical. Je vois que tu fermes tes bras, ne te protège pas. Non, c'est pour l'explosion tout à l'heure, au moment où je vais répondre. Okay. Mais est-ce que ce côté radical, tu ne l'adoptes pas, et je vais prendre la voix des détracteurs, je suis un peu comme ça, tu ne l'adoptes pas pour quelque chose de personnel, donc une ambition personnelle, parce que tu as été délégué interministériel. Est-ce que tu le disais ça dans le passé ? Tout ce que tu dis, tout ce que tu viens de dire là, est-ce que quand tu étais dans les gouvernements, est-ce que c'était dit comme tu le dis aujourd'hui ? Et est-ce que le Claudie 2024 ne veut pas aller sur un 2025 avec des ambitions ? Je peux te répondre, ne va pas plus loin, je vais te répondre. Vas-y, merci. Depuis que j'ai 16-17 ans, j'ai toujours été un soutien au peuple palestinien. Depuis que je suis conscient. Et tu peux retrouver des déclarations de moi des années 80 aussi, où j'avais les mêmes propos et en radio. Même sur RFI. Oui. Même sur France Télévisions. Oui, voilà, attends. Si je viens de me faire virer de France 24, c'est pas pour rien. C'est justement à cause de mon soutien à la Palestine. Lorsque tu parles de la délégation interministérielle, au moment où il y a l'attaque sur la Libye par l'OTAN, et donc mené aussi avec la France, avec le concours de la France, on peut pas dire on peut même dire que c'est la France qui a conseillé tout ça. Je suis délégué interministériel. Et là, je convoque mon équipe et je dis, je veux démissionner. Et c'est ma chargée de communication, Nadia, qui me dit, démissionne pas, t'es délégué interministériel, ça changera pas la face du monde. En revanche, ce que tu as enclenché là, il faut que tu le mènes jusqu'au bout. Va jusqu'au bout et ne démissionne pas. Donc je démissionne pas à ce moment-là, mais je suis contre ce qui a été commis contre la Libye parce que je sais quel est le projet. Je suis suffisamment politisé et militant pour cela. Et puisque tu dis, mais lorsque je suis en fonction, je dis les choses. C'est pour ça que dans mon dernier rapport de délégué interministériel, je dis que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Aucun délégué avant moi, ni après moi, n'a osé aller jusque-là, parce que les gens sont là pour faire une carrière, et moi, c'est un militant qui est entré dans la citadelle. Je suis ressorti et j'ai pas été tué. Qu'est-ce que ça a changé ? L'idée, c'est jamais de se dire, ce serait toujours prétentieux, et avoir un ego surdimensionné que de dire que moi, je vais tout changer.
En revanche, d'être capable d'avoir dit ça, alors à l'époque, tu t'en souviens peut-être pas, mais à l'époque, on allait entrer dans la campagne présidentielle. Et toute la presse, moi je sais que j'ai Europe 1, RTL, tout le monde m'appelle, vous avez dit ça. Donc le camp présidentiel fait un peu la gueule parce que j'ai dit ça dans mon dernier rapport. Les gens de gauche, mes amis m'appellent pour me dire, ouais, c'est super ce que tu as dit. J'ai dit, hey, calmez-vous, vous êtes tous responsables, gauche comme droite, vous êtes tous responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Donc ne venez pas, c'est pas la droite, tu vois, c'est pas ni Sarko ni Chirac qui sont responsables. C'est l'État français, dans tout ce qu'il a de plus discriminant, dans tout ce qu'il a de plus marginalisant, de plus stigmatisant envers une population française depuis le 19 mars, départementalisée depuis le 19 mars 1946 et qui continue à souffrir. Je dis toujours aux gens, les allocations familiales qui étaient un acquis pour tous les Français en 46 ne l'a été pour les gens d'outre-mer qu'en 1975. Mais c'est pas une question ici, je me permets, parce que j'allais te poser. Sur le terrain français en France, la Seconde Guerre mondiale, elle s'est ressentie. Il y a eu des démolitions au niveau, il y avait presque plus d'immeubles, il y avait plus de structures, et donc c'est arrivé peut-être plus tard aux Antilles, parce que ça n'a pas, les Antilles n'ont pas vécu la Deuxième Guerre mondiale de la même façon. La France a une promesse, la promesse républicaine, c'est l'égalité pour tous. J'entends, mais si on est factuel. Non, ça c'est factuel. Ça, c'est factuel. L'égalité pour tous. On peut pas dire, vous, finalement, vous avez peut-être moins besoin. C'est pas vrai. S'il y a eu la départementalisation en 46, voulue par Césaire, au regard de la situation économique, voulue par Césaire et par Paul Vergès, c'est tout simplement, justement, parce qu'il y avait une pauvreté qui était terrible. Ma maman, les chaussures de ma mère lorsqu'elle était enfant, c'était des restes de pneus avec des lanières. Mais en Moselle aussi, la loi, elle va être différente parce que c'est une région qui est différente. Je veux dire que si on parle de les Antilles, c'est français, les allocations familiales. Et je sais pas pourquoi souvent ça ressort. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est pas le plus important les allocations familiales, même s'il est vrai que comme vous étiez dans une situation critique. Mais encore une fois, après la Seconde Guerre mondiale, les Antilles n'a pas subi de bombardement et tout ça. Et c'est pour ça que je parle de loi. Aujourd'hui, il y a des lois différentes. Pourtant, ça reste le territoire français. Moselle, et donc c'est pas la même chose. On peut pas dire que la loi est la même sur tout le territoire si elle ne subit pas les mêmes. Sinon il y a pas de loi. Sinon c'est pas un état de droit. Et c'est la même chose. Alors puisqu'on parle de bombardement, le pire des bombardements subis par les nôtres, c'est la déportation des Africains pour être esclaves sur ces territoires-là. C'est les discriminations, c'est le racisme, c'est la paupérisation d'une population, c'est l'injustice permanente au moment de l'abolition de l'esclavage. C'est comment est-ce qu'on maintient une population dans une extrême pauvreté pour tuer toute velléité d'autonomie et d'indépendance. Ça, c'est un bombardement. Et ce bombardement-là, il n'a pas duré 3 ans, il n'a pas duré 4 ans. Il dure depuis que l'esclavage a été commis sur ce territoire-là et le génocide des peuples autochtones. Je vais rebondir pour donner la parole à Lucani. Je reprends effectivement ce que vient de dire Claudie, notre parrain, par rapport au problème de la Palestine. Certains vont dire que ça, c'est leur souci à eux, que nous avons assez de problèmes sur le continent africain ou dans les territoires outre-mer ou les départements, et pourquoi on s'occuperait du problème des autres plutôt que de s'occuper de nous. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais oui, alors, mais t'as soulevé rapidement en disant certains, et c'est pas toi qui as dit ça, t'as dit que, et j'en ai entendu beaucoup qui disent, effectivement, on devrait d'abord s'occuper de l'Afrique plutôt que de s'occuper des problèmes en Palestine. Alors, encore une fois, avant, je suis désolé, mais ce que je voulais dire, tu m'as demandé quel était l'événement qui pour moi. Et j'ai juste expliqué que cet événement-là traduisait ce qu'était ce monde et ce qu'était le réflexe occidental. C'est tout ce que j'ai dit. Et si on ne regarde pas ce qui est commis, cela veut dire qu'on ne prend pas la mesure de qui sont ceux qui sont en face de nous, qui quelque part empêchent cette émancipation réelle. C'est ça que je voulais dire. Hein. D'accord. Mais évidemment, il faut qu'on s'occupe avant tout. Moi, je peux pas te dire je m'occupe pas de toi, excuse-moi, hein, mais je vais m'occuper de celui qui est de l'autre côté là-bas. Ça me paraît évident. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que je vais prendre un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, on soit aux États-Unis, qu'il y ait un problème dans le Texas. C'est-à-dire que le président américain va considérer que ce qui se passe dans le Texas est une priorité pour le président américain. Il va pas se dire tiens, j'ai un autre pays quelque part dans le monde qui souffre, je vais d'abord mettre les priorités là-bas, ça n'a aucun sens. Et donc on sait la réalité qui existe aujourd'hui. Et même si on repart dans l'histoire pour les personnes qui aussi vont se sentir beaucoup plus attachées, c'est-à-dire que effectivement, la Palestine, ce qui se passe, bien sûr, on condamne. Moi je suis pour que aujourd'hui les Palestiniens puissent vivre sans problème et qu'il n'y ait pas de guerre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais y mettre toute mon énergie. Pourquoi ? Parce que moi-même j'ai des problèmes aussi. Je vais voir ce qui se passe par exemple en RDC. C'est compliqué. On voit les réalités politiques
qui se passe dans un certain nombre de pays en Afrique. Et quand on voit le lien aussi que la France a aujourd'hui avec les pays africains, en 1956, il y a eu une loi cadre, Gaston Defferre, où justement l'objectif c'était d'essayer de départementaliser un certain nombre de pays africains. Ce qui a emmené plus tard finalement aux gens qui ont commencé à demander l'indépendance à partir de 58, quand De Gaulle a voulu changer justement la Constitution. Ce qui veut donc dire qu'il y a bien un lien qui existe. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui ont été liées à la France ou à l'Afrique. Ces personnes-là vont d'abord se sentir préoccupées par ce qui se passe en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas considérer ce qui se passe en Palestine, mais logiquement, la France doit aussi se préoccuper principalement de ce qui se passe dans les Outre-mer, dans des départements où justement elle a une responsabilité de manière directe. Et ça, c'est une réalité. Si la France décide de mettre beaucoup plus d'argent pour soutenir l'Ukraine, alors que quelque part dans les Caraïbes, il y a des gens qui souffrent, on ne comprend pas. Et après, qu'on vienne expliquer aux gens qu'il n'y a pas assez d'argent pour soutenir les gens qui sont dans les Caraïbes, en même temps, on voit qu'il y a de l'argent qui sont... C'est un non-sens. Donc moi, je suis totalement d'accord avec Claudie. Bachois, par rapport à ce que vient de dire la Lucchini, il y a aussi autre chose que je peux soulever, et je vais te poser cette question. On parle effectivement de s'occuper de ce qui se passe d'abord chez soi, et là il a parlé de la RDC. Est-ce que toi, tu es aussi dans ce cas où on s'occupe d'abord de son pays, ou est-ce qu'on peut aussi avoir cet esprit panafricain même, on va laisser la Palestine, mais panafricain, et au-delà du panafricanisme, c'est d'un esprit afrodescendant, en s'occupant de tout ce qui concerne les peuples noirs, que ce soit des dom-toms, de l'Afrique, parce qu'on sent parfois une espèce de séparatisme, ou en tout cas on se dit, je vais m'occuper déjà de chez moi, sans m'occuper effectivement du R-Prague, ce qui se passe. On a vu certains d'Afrique qui ne savaient pas forcément ce qui se passait, pas tous, qui ne savaient pas ce qui se passait aux Antilles, ou n'avaient même pas connaissance d'où vraiment étaient situées les Antilles, les différentes Antilles. Voilà. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une vision, on est très tout noir, tout blanc. Alors que pour moi, dans la réflexion, il faut être plutôt gris. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me soucie de la RDC que je vais pas calculer ce qui se passe autour de moi. On peut prendre un peu l'exemple de la forêt, par exemple. S'il y a le feu à droite, on sait qu'à un moment, il va arriver à gauche. Donc, si je m'occupe de la partie droite, je dois penser à la partie gauche et réfléchir à des solutions. Parce que finalement, on est tous interconnectés, on est tous liés. Par exemple, aujourd'hui, on peut parler de l'Allemagne par rapport à ce qui s'est passé dans les années 40-45. Mais il faut pas oublier qu'en 1904, en Namibie, l'Allemagne a fait des atrocités aussi en Afrique. Vous voyez ? Donc je pense que il faut savoir que ils ont fait ça en Namibie, et après, il y a eu l'histoire de l'Holocauste, etc. Mais vous voyez, on en parle très peu de ce qui s'est passé en Namibie, en Afrique, du coup. Et ça a été un massacre, il y a eu des camps. Vous voyez, il y a eu énormément de choses qui sont passées chez les nôtres. Donc finalement, la méthode qui a été appliquée en Namibie s'est développée après, plus tard, en Allemagne. Et c'est là que Claudie faisait le lien. Donc quand un événement se passe là-bas, on est obligé de se poser la question, bon, une fois qu'ils auront fini là-bas, qu'est-ce qui va se passer chez nous ? Et je vais même plus loin, si tu permets. C'est même Napoléon, lorsqu'il a rétabli justement l'esclavage, qui avait commencé ce concept-là. Il a mis des Noirs dans des bateaux et a injecté des choses. Enfin, c'est de lui-même que vient l'idée des camps de concentration, en allant même plus loin que la Namibie, malheureusement. Exactement. Et après, si je peux suivre Napoléon, il faut se rappeler aussi qu'il a pris une frappe par les Haïtiens qui avaient immigré d'Afrique. Vous voyez, donc l'histoire, malheureusement, elle est toujours un peu tronquée. Donc on parle de Napoléon, on parle des Allemands, mais en fait, il y a toujours un lien avec l'Afrique, quand on remarque. Vu que tout est parti de là, finalement, il y a toujours un lien avec notre continent. Donc je pense que dans ce sens-là, on est obligé, à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans le monde, que si par exemple, il y a quelque chose que tu vois, tu considères comme une injustice, il faut s'en soucier. Parce que souvent, quand ça commence là-bas, ça finit souvent par se mondialiser, comme on parle aujourd'hui. Ouais, pour clore le chapitre peut-être, parce que la Palestine, on va parler de bien d'autres choses. Oui, bien sûr. Il y a un peu plus de 30 ans, un homme, pas n'importe lequel, Nelson Mandela, qui a dit, au moment où il devient président, nous ne serons pas totalement libres tant que le peuple palestinien sera opprimé. Absolument. C'est-à-dire qu'il avait compris le lien entre tous les peuples opprimés de la planète. Il ne faut jamais oublier que la Libye de Kadhafi a aidé l'ANC, la branche militaire, l'AMK, la branche militaire de l'ANC. Faut jamais oublier ça. Tout comme Nasser, à l'époque, était aussi le panarabisme, mais il était également pour un lien très fort avec les peuples d'Afrique subsaharienne. Et Mobutu, il est enterré au Maroc. Exactement. Vous voyez, donc il y a un lien.
Et puis il y a des déclarations de Mobutu aussi à la tribune des Nations Unies, extraordinaires, lorsqu'il parle justement de la situation de l'Afrique dans ce monde. Pour moi, la mondialisation n'existe pas, c'est l'occidentalisation du monde. Et c'est contre ça qu'il faut aller, c'est contre une occidentalisation du monde. On peut pas accepter d'être... vous savez, c'est comme ce terme d'assimilation. L'assimilation, ça veut dire accepter de détruire ce qu'il y a en nous, ce qui fait notre âme, l'estime de soi, pour adopter ce qu'est l'autre dans sa culture, dans sa spiritualité et tout cela. Nos peuples ont suffisamment été détruits par cela. Et c'est pour ça que moi je remercierai jamais des hommes comme Césaire qui ont dit je ne veux pas de loi d'assimilation, je veux une loi de départementalisation. Ça tombe très bien que tu dises ça, ça va nous envoyer justement sur un événement qui a eu lieu en 2024, c'est l'entrée de l'Égypte et de l'Éthiopie dans les BRICS. Est-ce que ça, vous avez justement une pensée par rapport à ça, quelque chose, puisque on parle de vouloir aller contre l'occidentalisation, c'est ça? Du monde. Est-ce que c'est les BRICS, pour toi, c'est une réponse? Bien sûr. Et ça peut être une réponse à cette problématique. C'est une réponse qui se veut économique. J'espère que ce sera un jour une réponse qui sera bien plus politique. Parce que je crois qu'il faut mettre aussi l'économie. Pour moi, le business c'est une chose, mais c'est un modèle qui reste très occidental, et on est encore avec les BRICS sur des fondations qui me semblent trop occidentales. Je pense que l'être humain a détruit la planète pour des questions de business. Tu parlais de forêt tout à l'heure, et c'est incroyable comment cette capacité que nous avons à détruire notre environnement, enfin l'environnement, parce que cet environnement-là ne nous appartient pas, la planète n'appartient pas aux êtres humains. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens très religieux qui disent oui, la terre, Dieu nous a donné la terre. Moi, je pense que Dieu n'a pas donné la terre. Si Dieu existe, Dieu n'a pas donné la terre à des êtres humains. Il faut qu'on sorte de cette pensée-là. Tout le monde du vivant, les végétaux, les animaux et nous, les êtres humains, on a le droit de pouvoir jouir de cet environnement-là sans le détruire. Et sur les questions de forêt, on voit bien on sait aujourd'hui que 50% des émissions à effet de serre qui détruisent donc notre environnement sont émis par les puissances occidentales. Et seuls 7% l'Afrique. Et c'est pourtant et le dérèglement climatique, on le voit partout. C'est l'Afrique le subit et les pays pauvres en général le subissent plus que les autres. Donc, encore une fois, j'espère que les BRICS vont évoluer dans ce qu'ils sont, mais les BRICS sont une réponse extraordinaire à cet Occident, et merci. Les BRICS, on rappelle que les BRICS, il y a donc le Brésil. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a la Chine, Afrique du Sud. L'Inde et l'Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand on voit les BRICS, pour moi, c'était quelque chose qui était prévisible. Vous savez, on est des afro-descendants. Et comme le grand frère, il a dit, on a parlé de spiritualité. On avait des personnes, par exemple, je donne l'exemple de Simon Kimbangu, avant de mourir, qui avait donné, bon, il y en a qui vont appeler ça prophétie, analyse, prédiction. Il a dit quelque chose qui est en train de se réaliser. Il a dit, après nos indépendances, on va encore souffrir. On aura l'indépendance d'abord, on va dire physique, et puis viendra l'indépendance spirituelle, etc. Je pense que le monde n'est que processus. Dans la tradition Congo, on parle de kodia, c'est-à-dire de cercle. Le monde fonctionne en cycle. Donc ça veut dire que plus on monte haut, plus on descend, et ça fait mal. L'Afrique est montée très haut. Elle est donc descendue très bas. L'Occident est monté, l'Occident va descendre. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça. Donc le BRICS fait partie d'un cycle. C'est logique qu'il y ait une alternative. Parce que le système aujourd'hui en Occident est en train de s'essouffler. Mais c'est quelque chose de normal. On pourra rien faire pour stopper ça. Donc que des pays se rejoignent au BRICS, c'est quelque chose de normal, d'évident. Et pourtant, on vit en Occident. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'on critique l'Occident, mais on est tous les 5 assis. Non, mais nous, c'est le hasard. Non, mais en fait, c'est le hasard de notre naissance, de notre. Tu vois, c'est pas. On peut critiquer. Sinon, à ce moment-là, ça revient. Un Français blanc aurait le droit de critiquer la France, mais un Français noir n'aurait pas le droit de critiquer la France parce qu'il est en France. C'est vrai que les fachos sur les réseaux sociaux te disent, si t'es pas content, retourne en Afrique. Tu dis d'accord. Quand tu l'auras quitté, avec tes grandes sociétés, peut-être, on verra. Ouais, et c'est ça. Et par rapport à ce que tu dis même, Philippe, moi, ce que je dis, c'est comme j'ai dit. C'est pas, en fait, même si un Français me suit aujourd'hui, c'est pas une insulte de dire que tu vas finir. C'est comme si je te dis, Philippe, tu vas mourir et t'es vexé. Non, tu vas mourir. C'est un fait. Ça veut pas dire que je te déteste. Moi, Bachot, un jour, je vais partir. Je vais quitter cette dimension pour aller dans une autre. Est-ce que ça veut dire que tu me détestes et tu dis que je vais mourir? Donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès de parler des empires africains. Ils sont montés, ils sont descendus.
toute chose a un début et toute chose a une fin. C'est normal. Et comme il a dit à un moment, on appartient au monde. Il y a des entités, des énergies qui nous dépassent, auxquelles on appartient. Le monde ne nous appartient pas. On va passer et le monde va continuer de fonctionner. Tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que je dis ça, que je suis contre quelqu'un. C'est la nature, c'est un fait. Alison, t'en dis quoi? Justement, j'allais rebondir, étant la seule femme sur le plateau, déjà pour parler. C'est important parce que là, c'est intéressant. De toute façon, on vous entend beaucoup. Mais juste pour dire que, par exemple, quand je rebondis juste sur la Palestine et que chacun a choisi son combat, je vous rejoins. Mais en tant que femme, par exemple, ce qui se passe au Congo, à travers le gynécologue Denis Mukwege. Merci. Mukwege. Eh bien, en tant que femme, moi, ça m'a touchée. Je vais dire que si je ramène ça, parce on n'est pas obligé de choisir quelle communauté, c'est-à-dire je peux être femme et musulmane et mère ou célibataire ou mariée, et dans ces cas-là, eh ben cette histoire-là, moi en tant que femme, m'a complètement touchée. Je veux dire, on s'est servi des corps des femmes pour détruire toute une patrie, et je trouve ça touchant. Ensuite, concernant la Palestine, il y a aussi cet aspect communautaire. On peut être noir et musulman, et dans ces cas-là, on peut prioriser aussi ce qui se passe en Palestine. Au-delà de, je l'ai déjà dit, mais Noirland, ça n'existe pas. Après, quelque part, Alison, ce que je vais expliquer, c'est que si toi tu choisis pas, de toute façon, la nature choisira pour toi. Pas nécessairement. Des choix, on les fait. Non, je vais donner un exemple. Des combats, on les choisit. Tu es une femme. Oui. Tu es une afrodescendante, c'est des choses qui automatiquement te positionnent par rapport à ce que tu veux faire. Dire que même si tu vas faire des choix plus tard, mais pas t'es né avec, par exemple, avec une certaine taille. Il y a des personnes, par exemple, qui naissent avec 1,50 m, d'autres qui naissent avec 2 mètres. Mais mon combat, ce sont pas les gens qui sont 2 mètres. Ce que je vais expliquer, c'est que la vie, elle est conditionnelle et que la vie est un combat. Pour naître, on se bat, de toute façon. J'entends, c'est pour ça que je dis que chacun choisit son combat. Non, mais même si tu veux pas choisir un combat, en fait, il y a des combats qui nous sont imposés par rapport à ce qu'on est. J'ai pas dit que tu étais obligé de militer. Ton environnement, il n'influence pas. T'as un environnement et ça n'influence pas obligatoirement tes choix. Je veux dire que je peux ne pas être, dans ces cas-là, je m'en fiche de la Palestine. Je m'en fiche du Congo. Moi, dans ces cas-là, je vais faire attention aux femmes noires qu'il y a simplement ou dans les quartiers ou des femmes noires qu'il y a en ville ou en campagne. Mais dans tous les cas, après, ça me concerne pas. Le fait, justement, tu dis là, je ne vais m'intéresser qu'aux femmes noires. Non, il me dit mon environnement joue sur mes décisions et je dis que non. Le choix que tu fais, tu dis, je vais m'intéresser. Non, je réduis justement à ce qu'il a soulevé. Il a dit que mes choix sont conditionnés par rapport à ce que je suis. Mais le choix, l'exemple que tu lui donnes, c'est le plus simple. Non. Si. Mais je t'en prie. L'exemple que tu lui donnes, c'est l'exemple d'un combat mené pour les femmes noires. Tu aurais très bien pu dire... Parce que je me suis arrêtée à ce qu'il a dit. Il a dit que mon identité crée mon combat. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Dans ces cas-là, je m'arrête en tant que femme noire. Oui, mais très bien. Mais tu prends quand même cet exemple-là. Tu aurais très bien pu dire pour les femmes couturières, tu aurais pu dire pour les hommes. Oui, mais... Parce que je suis allée au plus simple de ce qu'il m'a proposé. La condition... de ce qu'il m'a proposé au plus simple, il m'a dit... On est toujours le fruit, mais on a... Non, mais je crois que j'ai compris ce qu'elle veut dire. En fait, non, on va être d'accord, parce que je vais préciser ma pensée. L'environnement, on va dire, nous influence, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des choix. Ce que je vais expliquer, c'est que... Mais c'est ce que j'ai dit, le mot noir a été créé. Ouais, mais non, le mot noir a été créé. Déjà, le mot blanc a été créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore créer. Les identités, c'est actuel. Voilà, les identités sont en évolution, oui. mais c'est quelque chose qu'on peut pas nier, c'est qu'on partage certaines choses. Le fait que tous les deux, par exemple, on soit des afrodescendants, on aura automatiquement, du moins, des combats communs, parce qu'on les subit de toute façon. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas envie de faire un combat, on est d'accord, mais une personne, il déteste, par exemple, les afrodescendants. On va automatiquement partager ce problème. Après, si tu vas appeler ça combat, tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que tu es obligé de militer de la même manière que moi. Ça veut pas dire que tu es obligé même de réagir. Mais je suis pas obligé non plus, c'est ce que j'allais dire. Mais par contre, tu vas être obligé de subir si la personne te, entre guillemets, pas obligé de subir, mais tu vas le subir si la personne te fait subir. Je suis pas obligé. Je veux dire que si quelqu'un vient me dire... Tu peux pas choisir quelqu'un te déteste ou pas. Mais je peux choisir si ça m'impacte ou pas. Je peux choisir que si tu critiques selon ce que je suis... Oui, mais je peux choisir si ça m'impacte ou pas. On va donner la parole à Lucchini. Et ensuite, après, on va enchaîner sur notre sujet. Moi, je pense qu'il faut nuancer quand même, parce que le choix dépend aussi de sa capacité à être libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu as envie de faire des choses, si tu n'as pas la capacité, tu ne pourras pas le faire. Par exemple, pour prendre l'exemple très simple, quand on dit que l'argent, ça donne plus de liberté, ça veut dire que ça donne plus de possibilités à faire des choix. Et donc nos choix vont aussi dépendre de nos réalités et forcément impactés par notre environnement et même par notre éducation, la manière dont on voit le monde. Aujourd'hui, vous avez plus de choix qu'à l'époque de Jean-Jacques Dessalines. Lorsque tu dis vous, tu parles de qui? Nous tous ici. C'est-à-dire que des Noirs aujourd'hui, on a plus de choix qu'à l'époque de Jean-Jacques Dessalines, par exemple, ou de Toussaint Louverture. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup plus d'options, parce qu'ils n'avaient pas assez de liberté. Et ça veut donc dire qu'aujourd'hui,
Quand toi, Alison, tu décides de dire que moi, mon combat, c'est telle ou telle chose, c'est parce que tu es dans un environnement qui te permet de penser tout ça. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le même environnement que toi. Ou quelqu'un qui se retrouve à Goma, dans une difficulté, dans une guerre. Il y a peut-être des sujets qui ne peuvent pas traverser son esprit. Et quand ils vont tous se retrouver avec d'autres personnes à Goma, il y a soit des jeunes, comme quand on les appelle, je crois, les Wazalendo, ils vont décider de dire qu'on doit défendre notre patrie. C'est ce que j'allais te dire, qu'il y a quand même des personnes qui font le choix de ne pas suivre, justement, malgré leurs conditions. Et donc c'est pour ça que les choix sont quand même conditionnés à une réalité. Et pour reprendre ce que Philippe disait, justement, nous les Noirs en France, entre guillemets, il y a une certaine forme de liberté que vous avez de pouvoir choisir ce que vous voulez. Tout le monde ne l'a pas. Vous allez dans les pays arabes, et toi qui parlais justement des femmes, tu peux t'exprimer comme tu veux. C'est pas pour autant que dans les pays arabes, les gens peuvent s'exprimer comme elles veulent. Pas tous, hein. Enfin, dans certains pays, en tout cas. Vous avez compris ce que je veux dire. On va évoluer sur un autre sujet. Un autre sujet. Juste une phrase, c'est... En Afghanistan... Ne soyons pas, et c'est tout le combat qui est le nôtre, parce que oui, on est conditionné par son environnement, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre environnement, on est conditionné par un environnement. Et lorsque vous appartenez à ce que l'on appelle une minorité, avec un passé très lourd au sein d'un peuple dominant, vous êtes conditionné par cela. Mais surtout, et c'est là le vrai combat, ne soyons jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que nous sommes ou ce qu'il voudrait que nous soyons. C'est ça, la véritable liberté, elle commence. Tout à fait d'accord. C'est ça. Alors, justement, vous me parliez des diasporas, du continent. En 2024, il y a le Bénin qui a promulgué une loi permettant aux afro-descendants du monde entier de demander la nationalité béninoise. Et selon vous, ça vous évoque quoi? Est-ce que ça renforce ces liens entre cette diaspora que nous sommes, il me semble, et le continent africain? Totalement. Pour moi, c'est une bonne initiative déjà. Ça permet à certaines personnes qui se posent parfois des questions de se dire... Il y a parfois des gens, justement, qui n'ont jamais découvert l'Afrique, qui se disent, mais j'ai peut-être envie d'aller, mais je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Je pense que le Bénin est un bon pays, aujourd'hui, qui est en train de prospérer, bien qu'on peut critiquer parfois ce que fait Patrice Talon, de permettre à certaines personnes d'avoir cette possibilité. Parce qu'en réalité, ça, c'est plus une possibilité administrative. Parce qu'on peut s'installer au Bénin, comme on veut, en tant qu'étranger. Et le fait de faire ça, ça peut motiver certaines personnes. Il y a des gens qu'on rencontre aussi qui se disent, bon, j'en ai marre un peu de cet environnement, j'en ai marre un peu de certaines pressions, et j'ai envie d'être dans un environnement où je suis vu différemment. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour prendre mon exemple, moi j'ai grandi en République du Congo, il y avait des questions que je ne pouvais pas me poser. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je rentrais dans un bureau, à aucun moment j'allais me dire, tiens, on a refusé mon dossier, peut-être parce que j'étais noir. Ça ne peut pas traverser mon esprit, par exemple. Parce que c'est une réalité qui est totalement différente. Non, mais c'est hyper intéressant. Après, moi, je suis toujours content quand il y a des personnes qui ont une démarche pour permettre aux gens de la diaspora de rentrer. Mais pour moi, de toute façon, c'est un mouvement qui est inarrêtable. Donc totalement. Maintenant, est-ce que le Bénin a fait ça par sentiment de panafricanisme ou parce qu'il y a une pression mondiale de la jeunesse panafricaine? Ça, je sais pas. Moi, je me suis pas trop renseigné par rapport à ça. Oui. Voilà, non, je vais essayer d'en faire répondre. Je sais pas, moi, le Bénin, bon, je regarde, mais j'ai pas fouillé vraiment en profondeur. Mais tout ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est inévitable. La jeunesse africaine, grâce à beaucoup de personnes, d'ailleurs, comme vous, qui ont fait des combats, qui ont fait des médias, elle est consciente. Elle a besoin de connaître son histoire. Donc, de toute façon, c'est inévitable. Donc, tous les autres pays qui sont dans ces démarches-là, suivez. Il y a le Ghana aussi. Il y a le Ghana aussi qui lance des initiatives de ce genre. De toute façon, on va vouloir apprendre sur notre continent. Mais c'est quelque chose que j'encourage, et c'est très bien. En 2025, alors, monsieur... Alors, je vais peut-être laisser Alison parler, répondre, donner son avis, parce que il se trouve que le couple présidentiel béninois, je les connais bien depuis plus de 20 ans. Voilà, et donc, je dirais, après, ça permettra aux uns et aux autres de comprendre qui ils sont aussi. C'est de ça qu'on a besoin. Ouais. Alison, dans la symbolique, c'est bien. Je rejoins Lucchini dans le sens où on peut le faire, même on pouvait le faire avant cette loi-là. Maintenant, je pense que nous, en tant qu'Occidentaux, on est tellement habitués à un certain confort. Et c'est le fait d'aller au Bénin aujourd'hui, de me dire que si je me casse la jambe au milieu de la rue, il n'y aura pas de pompiers, l'eau courante, les coupures d'électricité. Est-ce que ça, je vais me sentir en sécurité en allant là-bas et de me dire je vais m'aventurer dans cette aventure, mais dans la symbolique, c'est beau. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas seulement que la diaspora qui va retourner et changer complètement quelque chose qui est latent depuis très longtemps. Il y a quand même des initiatives, à mon sens, politiques pour me réconforter. En tout cas, je parle de moi et de plusieurs personnes qui ont tenté l'aventure et d'y aller, de créer une famille, parce qu'on a vraiment un confort ici.
Voilà. Mais la symbolique, toi, tu me disais, tu revendiquais, il me semble, le fait que nous soyons une diaspora et revendiquer qu'on soit noir de France. Est-ce que aujourd'hui ça va pas à l'encontre de... Alors, j'emploie pas le terme de noir de France, mais... en tout cas, qu'on forme une force, qu'elle soit politique, économique, bien sûr. Et pas forcément besoin d'aller au Bénin, mais qu'on soit sur place, en France ou en Occident. Oui. Alors, je pense que le choix du président Patrice Talon de permettre cela, moi, je connais bien le couple présidentiel depuis plus de 20 ans. Et je connais leur esprit panafricaniste. Alors, le truc du panafricanisme, c'est pas un truc monolithique. Il y a pas une pensée monolithique. Tous les panafricanistes ne s'entendent pas. On va essayer d'être d'accord. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc que personne ne s'offusque lorsque je dis que c'est un couple panafricaniste. Pour plein de raisons, c'est des questions très culturelles. Et avant qu'il ne devienne président, j'avais une conversation avec le président sur ça. Il me dit, tu vois, les diasporas, il faut arriver à unir les gens, à faire en sorte que parler d'une seule voix pour être plus fort. Donc, il avait déjà ce discours-là avant qu'il ne soit président. Intéressant. Donc, lorsqu'il fait ça, moi, ça ne m'a même pas étonné. D'ailleurs, j'ai même pas demandé mon visa. Mon passeport. Tu l'as déjà. Non, je l'ai pas. Non, le diplomatique. Non, je ne l'ai pas. Non, je l'ai pas. J'ai un passeport banal français, comme tout le monde. Et donc, non, je crois qu'il y a une vraie démarche sincère. Okay. Mais et Alison le disait, ça relève du symbolisme, et c'est très important. On a besoin, nous, aujourd'hui, aussi de ces symboles très forts pour dire que nous qui appartenons celles et ceux qui appartiennent à la diaspora, on a tellement eu envie parfois que l'Afrique nous reconnaisse, nous regarde autrement. Nous qui avons mené les premières luttes pour la reconnaissance de ce crime de l'esclavage, qui avons défendu le continent face au colonialisme et au néocolonialisme, on a tellement eu besoin de ça, cette reconnaissance-là. Mais ça fait pas un peu comme la France qui finance l'Ukraine au bout de 3 milliards alors qu'il y a des problèmes avec les services publics, alors que là-bas la jeunesse, l'espoir... il faut qu'elle soit ressentie. Alison, c'est un descendant d'Africains déportés qui te parle. Je te dis même pas un descendant d'esclaves, je te dis un descendant d'Africains déportés qui te parle. Qui a toujours su, parce que c'est dans l'éducation, tu as parlé d'éducation, qui a toujours su que notre territoire, notre terre-mère, c'est l'Afrique. Ma famille n'a jamais fait partie de ces Antillais qui disaient « Ah non, nous on n'est pas africains, nous on veut pas être identifiés à l'Afrique parce qu'on montrait des images négatives de l'Afrique. » Nous on n'a jamais été là-dedans. C'est ce que nous sommes, nous venons de là. Très bien, c'est notre histoire, et cette histoire, nous la portons. Et pourquoi est-ce que l'Afrique ne nous reconnaît pas, ne nous regarde pas, même nous regarder? Parce que je vais reprendre le propos d'un de mes frères qui est décédé en 2020, tonton David, qui disait dans une de ses chansons, il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. Tant que notre continent, cette phrase-là, tout le monde la connaît, tant que notre continent est humilié, nous sommes, nous, dans nos petites Antilles, au Canada, aux États-Unis, n'importe où, nous sommes humiliés. Et même lorsque nous sommes riches, lorsque nous roulons dans de belles voitures, lorsque nous avons de jolies montres, lorsque nous avons de beaux costumes, nous sommes humiliés parce que la véritable reconnaissance, elle est pas dans ce que nous possédons, dans ce qui est visible. Elle est dans ce qu'il y a au plus profond de nous. On parlait de spiritualité, on parlait de dignité. Lorsque le continent te regarde et te reconnaît, c'est quelque chose de, je sais pas comment dire. Moi, lorsque je vois ça, je le ressens. C'est comme, c'est dans les films de science-fiction, c'est comme si on te donnait une matière qui te donne plus de pouvoir encore. J'ai le sentiment d'être encore plus fort. Mais alors, réponds juste vraiment pour savoir. Quand on disait tout à l'heure que la France finance à hauteur de 3 milliards d'euros l'Ukraine, alors qu'il y a des problèmes déjà en France, sur le territoire français, et qu'aussi les Antilles, il y a des soucis. Maintenant, le Bénin, quand on s'y rend, il y a des soucis également pour les Béninois et la jeunesse. J'entends, mais il y a quand même des mesures, il y a des degrés. Quand on voit que la jeunesse a du mal à trouver du travail, ou que quand on vient, le système, comment ça se passe, au niveau, et que du coup, nous, on se dit qu'on va venir, est-ce que ça fait pas la même chose que, comme ce qu'on disait, les Béninois? C'est-à-dire que pourquoi le Bénin n'investit pas plus d'énergie à restructurer son pays? Le passeport, il est symbolique, c'est pas un passeport pour venir t'installer. Si tu veux venir t'installer, c'est possible. Hormis la symbolique. C'est une façon de reconnaître celles et ceux dont les ancêtres furent déportés. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, le Bénin est comme tous les pays du monde. C'est-à-dire que ça se saurait si une femme ou un homme élu à la tête d'un pays devenait une sorte de
de Messi et contre qui on ne peut rien dire. Et pourtant, beaucoup de Béninois te diront aujourd'hui qu'il y a un développement du pays qui est extraordinaire. Et d'autres te diront, ah mais non, mais je suis pas d'accord parce que le président a fait ci, il a pris telle décision. Là, on est dans la politique politicienne. Je pense qu'il faut qu'on sache en sortir. Et puis, moi, je pense que le modèle de gouvernance occidentale est un modèle obsolète. Tu parlais tout à l'heure de cela. Je pense qu'il faut changer nos modes de gouvernance. Et juste un petit truc que j'ai à préciser, Alison, ma chère sœur, c'est que le panafricanisme, il est né dans la diaspora. Merci. Elle est là la grosse différence. Merci. Ça veut dire que c'était Zumbi de Los Palmares, bon, les esclaves du Congo, de l'Empire mandingue, de partout. Ça a commencé vraiment, on va dire, dans les Antilles, au Brésil. Ça a vraiment commencé dans la diaspora, le panafricanisme. de Bois Caïman. Donc, tu vois, voilà, le Bois Caïman avec Fatima Cécile. Haïti. Voilà, à Haïti. Et en fait, quand on parle de panafricanisme, déjà, le mot, il est né dans la diaspora. Vous voyez? Ça veut dire que c'est pas le même lien. Et quoi, ce que je veux dire? Oui, non, mais non. Le premier combat aux États-Unis. En fait, non, mais non, il était aux États-Unis. Voilà, et c'est bizarre à dire, mais c'est vraiment la diaspora, mais ça n'exclut pas les combats qui se sont faits, comme les Nzinga sur place, etc. C'est ce que je veux dire. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des défauts, mais comme il a dit, au niveau de la symbolique, nous, en fait, ça a commencé là. On a un lien avec le continent. Et comme il a dit, si on commence pas cette démarche-là, de toute façon, qui va le faire? Justement, je vais avant que tu veux non, c'est bon. On parle de diaspora. Selon toi, Claudie, est-ce que pour 2025, il faudrait plutôt aller vers un retour sur le continent, ou est-ce qu'il faudrait plutôt se mobiliser pour, par exemple, il y a un calendrier politique, ne serait-ce qu'en France, tu parlais d'un système qui est obsolète, ou est-ce que cette diaspora, elle ne devrait pas se mobiliser, se fédérer pour devenir une force non seulement économique, mais aussi politique? Alors, est-ce qu'on bosse ici ou est-ce qu'on part là-bas? Alors, ça, c'est une décision qui relève de l'individuel et pas du collectif. Ça, c'est une première chose. Un mouvement qui naîtrait pour dire aux gens, vous repartez. Oh, il y en a beaucoup aujourd'hui. Non, mais je parle en Europe. Ce serait pour moi totalement, ce serait presque. Marcus Garvey. Alors, j'allais parler de Marcus Garvey. C'est pas la même chose. C'est pas la même époque, ce n'est pas la même chose. Ce besoin de retour, lui-même qui n'a jamais foulé la terre africaine, ce besoin de retour, c'était un besoin vital pour certains, au regard des conditions de vie. Ce qui ne voulait pas dire que les conditions auraient été meilleures en retournant sur le continent. On voit ce que les Américains ont fait au Libéria et comment le Libéria a sombré dans des guerres civiles. Et les gens oublient souvent, c'est parce qu'il y avait une sorte de noblesse qui était ces Afro-Américains revenus pour la création du Libéria et qui ont parfois méprisé les autochtones. Je referme cette parenthèse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des millions de femmes et d'hommes afro dans ce pays qui n'ont jamais décidé de repartir nulle part. Pour eux, ce pays-là, c'est le leur. Cela ne veut pas dire qu'ils oublient leur contrée d'origine, soit les Antilles, l'océan Indien ou l'Afrique. Je pense que c'est ce que disait Alison. Oui. Je l'entends depuis tout à l'heure. Bien sûr. Alison, on est d'accord. Et la caisse, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. C'est le matriarcat, la vibration féminine. Elle peut faire péter le plateau. Rien qu'avec un. C'est elle qui nous challenge. C'est le matriarcat, les gars. Attention à la femme. C'est elle qui nous challenge. Je laisse exprimer. On sort tous d'une femme, les gars. Ah oui. Et donc, moi, je crois à la capacité des hommes et des femmes ici à créer un mouvement citoyen, on va arrêter d'être hypocrite, politique, qui est très clairement, qui a en ligne de mire l'agenda politique municipal 2026, présidentiel 2027, les législatives au même moment. Et donc moi je crois aujourd'hui, pas pour mettre fin, mais pour créer le rapport de force dans une France où, dans la politique gouvernementale, il y a une stigmatisation de ce que nous sommes, dans la ligne éditoriale de certains médias privés, et j'ai même envie de dire certains publics, il y a une stigmatisation de ce que nous sommes. Jamais une frange de la population française n'avait autant été stigmatisée, vilipendée, marginalisée dans la politique française et dans les médias français que ce que nous vivons là. À la limite, un mec comme Charles Pasqua, on a connu l'époque de Charles Pasqua, mais Charles Pasqua passerait pour un gauchiste aujourd'hui. Ah oui. Je veux dire, c'est hallucinant ce que l'on entend et ce que l'on accepte d'entendre avec, je vais pas parler du monde médiatique, mais ce que l'Artcom accepte de laisser dire sur les médias. Et les sanctions sont tellement minimes. Moi, je suis désolé, CNews devrait être fermé depuis bien longtemps. Oui, mais après, c'est parce qu'il y a derrière, on sait très bien qui est le marionnettiste. Oui, mais on sait bien, mais moi, je cherche pas à savoir qui est derrière, je cherche juste à dire que on est dans une France aujourd'hui, c'est ou alors nous acceptons de courber les chines
et de dire que nous ne sommes que des consommateurs. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on regarde les écrans publicitaires aujourd'hui, les Afros ont le sentiment qu'ils sont arrivés. Regarde, nous sommes dans la pub partout. Vous savez pourquoi nous sommes dans les pubs? Tout simplement parce que les études montrent à quel point nous sommes des hyper consommateurs. Et les gens de la pub, ils sont pas cons. Et ils vont pas rentrer dans les histoires des CNews ou de je ne sais qui. Eux, ils veulent juste que les gens achètent. Quand tu as un produit où on valorise ton image, nous sommes des êtres de sensibilité, des êtres d'émotion. On va acheter ce produit-là. Mais tu parlais de vote, mais même au niveau, quand on est français tout court, peu importe de toute façon sa couleur, aujourd'hui, voter, on n'y croit plus après ce qui s'est passé dernier. Donc c'est pour cela que pour nous, il est important d'avoir... Moi, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans, que je rencontre des femmes et des hommes un peu partout en Afrique, en France, des associations, des femmes et des hommes qui s'engagent, et je leur dis... On y va ou on n'y va pas? Je fais des déjeuners, des rencontres, des dîners. On y va ou on n'y va pas? Est-ce que vous pensez que ce soit pertinent de créer un vrai mouvement politique? Un mouvement, oui, un vrai mouvement. Oui, mais si le vote n'a plus de poids aujourd'hui en France. Non, mais on a changé de gouvernement tous les 3 mois. Moi, je suis au-delà de ça. C'est pas un parti de gouvernement que je souhaite que nous puissions créer ensemble. C'est un mouvement qui va créer le rapport de force. C'est-à-dire que désormais, on peut vous compter. On sait que vous êtes puissant. On sait que vous avez 100 000 ou 200 000 adhérents. Quand tu as 100 000 ou 200 000 adhérents, ça veut dire que tu as des millions de gens qui sont derrière toi. Lorsque tu as des gens, parce que les réseaux sociaux seront scrutés, qui réagissent en disant « ce mouvement-là, moi j'adhère à ce mouvement-là, je suis d'accord à ce mouvement-là ». À ce moment-là, tu discutes autrement avec le pouvoir politique. C'est bien pour ça que je préfère faire une petite virgule. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à 80 000 et c'est déjà bien. On est tellement heureux de ça. Mais comme tu le dis, quand on arrive à 100, 200 000... Mais là, ça change tout. On a un autre déjà regard sur soi, mais les autres nous regardent autrement. Et on peut aussi amener différentes actions. On en parlait avec les uns les autres, effectivement. Mais oui. Alors juste pour en terminer, je pense qu'il en va de notre survie pour celles et ceux qui ont décidé que ce pays-là était le leur et qu'il n'irait nulle part ailleurs. Il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de notre propre responsabilité. Et encore une fois, moi je veux pas monter ce mouvement-là pour dire Claudiciard est au sommet de la pyramide, mais moi je veux identifier des jeunes femmes brillantes, combatives, des hommes puissants qui ont envie justement d'entrer dans l'arène de la cité et de bâtir ce monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Alors les premières attaques, elles seront frontales. C'est un mouvement communautariste. Ouais. À cela, je répondrai, c'est un mouvement de citoyens français et que la France ne regarde ni la religion ni la couleur de la peau de celles et ceux qui animent un mouvement. Non, mais c'est en fait, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce qu'il explique. Le monde, il est politique. Le monde n'est que politique. Vous savez, on est tous des politiciens parce qu'on a tous des familles à gérer. Il faut gérer le caractère de tel. Il y a un frère qui est comme ça, il y en a un autre qui est comme ça. Donc, de toute façon, la vie, c'est politique. Maintenant, la question, c'est qu'on s'organise, on s'organise pas. Parce que de toute façon, on craint que des personnes qui sont organisées. Vous voyez, il y avait un rappeur qui disait « On est une armée désorganisée, gros. C'est normal qu'il y a des dommages collatéraux. » Des Sporuti. Ça veut dire qu'en fait, il expliquait quoi? Ça va dans tous les sens. Parce qu'on a une énergie, mais il faut canaliser cette énergie-là. Vous voyez? Et pour cette question-là de diaspora, pas diaspora, encore une fois, j'explique, le monde, il n'est pas noir, blanc, il est plutôt gris. C'est comme pour ceux qui suivent la spiritualité africaine. Pour eux, il y en a 17, c'est Satan. Osiris, c'est le bien, 7, c'est le mal. C'est pas exactement ça. Parce que dans certaines circonstances, c'est 7 qui va défendre Ré. Vous voyez? Donc, le mal, des fois, c'est nécessaire de faire ce que tu appelles le mal pour le bien. Vous voyez? Donc, les rôles peuvent s'interchanger. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui ne retourneront jamais en Afrique, mais elles serviront quand même ici sur place. Parce que même si on prend le processus de réincarnation auquel moi je crois, ça c'est dans la tradition africaine, quand une personne meurt, elle se réincarne en général dans le territoire où elle est morte. Donc si on part du principe où les Africains ont migré ici et ont eu des royautés, donc il y a beaucoup de Noirs qui se sont réincarnés aussi ici. Donc si un Noir se réincarne dans un corps de Blanc, d'Arabe, ou dans un corps de Noir ici, bah lui, ils sont chez lui ici. Parce qu'il y a des ancêtres à nous qui sont morts aussi ici. Aux Antilles, c'était les Africains qui vivaient là-bas, avant les Amérindiens, avant tout le monde. Vous voyez, donc si je dis un entier rentre en Afrique, mais il y en a aussi qui disent... Les premiers, de toute façon, qui ont été aux Antilles, c'était des Africains. Donc c'est plus complexe que ça, ce côté-là, rentrer, pas rentrer. Il y en a qui doivent rentrer, qui sentent cet appel-là, mais il y a des personnes aussi qui resteront. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Vous se dire que quoi, mais comment on peut collaborer?
Ceux qui sont là-bas éclairent ceux qui sont là, et ceux qui sont là-bas éclairent ceux qui sont là-bas. Mais tu parles dans le futur, mais ça existe. Enfin, je veux dire, les parents qui ont immigré dans les années 60, 70, ils sont restés beaucoup plus longtemps en France que dans leur pays d'origine. Ouais, mais après, il y a des parents à nous. Par exemple, il y a des parents, ils partent, mais dans leur tête, ils sont jamais partis. Oui. Par exemple, moi, j'ai des oncles qui me disent, moi, je suis toujours resté en Afrique. Oui, il y en a comme ça. Il est venu vraiment par la contrainte, et lui, pour lui, en fait, il est en Afrique, et dès qu'ils peuvent, ils retournent. Mais il y en a qui restent, parce que les codes, je veux dire, tu restes 30, 40 ans dans un pays, tu retournes chez toi, ça a changé. Et puis au moment, et là aujourd'hui ils sont retraités. Enfin, je veux dire, puis il y a l'aspect santé. Je parlais de confort tout à l'heure. C'est vrai que le confort qu'on a aujourd'hui en France, il n'existe pas partout dans nos pays d'origine, malheureusement. T'as le confort, hein, ma sœur. Lucchini, toi, l'eau courante déjà. Je vais donner la parole à Lucchini parce que je sais que tu es très attaché au Congo. Totalement. Justement, est-ce que tu peux nous amener un regard par rapport à ça? Ouais. Alors déjà, avant d'emmener le regard, je vais aussi dire quelque chose qui, je pense, a une grande importance. Parce que beaucoup de gens évoquent le fait de rentrer. Mais est-ce que vous avez le mental? C'est ça. Parce qu'il faut toujours se poser cette question. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent parfois partir en Afrique comme des donneurs de leçons, alors qu'ils n'ont même pas le mental pour supporter un quart de ce qui s'y passe. C'est ça. Vous arrivez à l'aéroport, déjà à partir de là, c'est très compliqué. C'est chaud. Et ça, c'est quelque chose que parfois les gens ont un peu du mal aussi à comprendre. Bien sûr. En Afrique, je vais pas globaliser, pour prendre un cas d'un pays comme la République du Congo, nous vivons nos réalités. On vit d'une certaine manière, on a une certaine manière de faire les choses qui est totalement différente de comment est-ce que ça se passe en Occident. Et parfois, les gens en Afrique n'attendent pas que ceux qui sont dans la diaspora viennent comme des donneurs de leçons. Simplement parce qu'ils sont dans une réalité qui est complexe. Je vais prendre un exemple très simple, pour ne pas citer de pays, parce que quand on parle d'Afrique et de politique, c'est très compliqué. En France, lorsque les gens se plaignent, c'est bavure policière. Ça peut passer à la télé, les gens peuvent en parler. Les gens se plaignent qu'il y a des bavures policières. Dans certains pays en Afrique, c'est pas des bavures policières. On vous fracasse, c'est ça. Et il y a personne qui parle. C'est clair. Et les réalités sont tellement différentes que parfois, quand on se voit, on se dit, on va aller en Afrique, on va essayer de faire les choses. Je pense qu'effectivement, il faut collaborer, mais avant même tout ça, il faut essayer de comprendre les réalités de ce qui se passe. Moi, je dirais d'une certaine manière, pour ceux qui sont en France et qui souhaitent vivre en France, il y a une réalité que les gens parfois essaient d'oublier. Je trouve, je dirais même, c'est un peu stupide. Moi, j'ai déjà observé, quand les gens voient par exemple un noir policier, le traiter de vendu. Mais c'est stupide. Peut-être que s'il y avait beaucoup de noirs dans la police, il y aurait moins de bavures. Bon, ça c'est... Attendez, j'y arrive. Attendez, j'y arrive. Mais j'y arrive. C'est important. Parce que je sais... c'est bien, c'est les divergences. C'est important. Là, tu Michael Jacksonises, là, tu non. Ça a une grande importance. Parce que moi, je pars du principe à partir du moment où il y a une réalité dans une société, pour changer, il faut qu'il y ait des décisions politiques. Mais si vous ne voulez pas vous présenter sur les sujets politiques, on ne voit personne, il ne faut pas vous étonner de subir. Parce que moi, je peux te compléter sur un truc que Lucchini t'a dit, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est le Congo. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est le 93. Ouais. C'est encore un autre monde. On est en France, tu peux vivre dans le 77, en province, mais le 93, et même dans le 93, il y a le 93, tu vois, Bondy, Aubervilliers, le 93 hardcore, j'ai connu. C'est fini, ça. Non. C'est fini. Non. Aujourd'hui, tu peux marcher dans le 93. Non, aujourd'hui, mais tu te rappelles de l'époque où il y avait des canapés, tu rentrais pas au quartier, on a perdu beaucoup de gens. C'est fini. Non, mais en gros, c'est fini, mais il y a pas très longtemps, finalement. Oui, mais même aujourd'hui, moi, je parle d'aujourd'hui. Non, mais quand on dit aujourd'hui... Il y a plus nos tours et il y a plus... Non, mais il y a encore des fusillades, ça y a encore dans le 93, il y en a encore. Ouais, mais il y en a à Paris aussi. Non, mais je suis désolé, mais il faut dire la vérité. Si tu connais le 93, tu sais que c'est un département. Je viens du 93. Voilà, il n'est pas comme les autres, on est d'accord. Attends. C'est une question. Quel 93? Le Rincy? Toi, tu viens du Rincy? Non, moi, je viens de Saint-Denis, la Courneuve. Alors, donc c'est un monde quand même. Je vais juste apporter une précision pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas en France. Le 93, c'est le département de la Seine-Saint-Denis en Île-de-France. Je vous laisse continuer parce que il y a des gens qui nous regardent qui savent pas forcément ce qu'est le 93. Mais ça se voit qu'elle vient du 93, tu vois comment elle tient. Non, c'est pas question de ça. J'ai aimé comment t'as décrit effectivement ce 93. Claudie, toi, tu penses vraiment encore qu'il y a des réalités qui sont vraiment propres à certains départements. J'étais, il y a pas très longtemps, je suis allé voir dans un petit théâtre de quartier, je suis allé voir une pièce, et je suis dans le 19e, et il y a un endroit, même moi je connaissais pas cet endroit dans le 19e, c'est une sorte de cuvette, et il y a des terrains de basket, on met ça et là, il y a que les nôtres. Mais tu sens que c'est des jeunes adultes
Et tu sens que ils appartiennent à une frange de la population vraiment paupérisée. Et tu sens que ici c'est chez eux. C'est pas chez toi, c'est pas et tu sens à la fois une énergie extraordinaire, on parlait d'énergie, mais tu sens aussi une colère. Tu sens une colère. Lorsque tu es dans d'autres quartiers, lorsque tu es dans le 7e ou dans le 8e, tu sens pas cette colère-là. Mais le côté communautaire, ça nous fait du bien. Moi, personnellement, j'estime... Il n'y a pas que du mauvais. Non, j'entends pas. J'ai pas dit que tu dis ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu viens d'une banlieue, du tout, moi, j'estime que tu es un caméléon. Parce que déjà, tu n'es pas impressionné par ce qui va être blanc, ce qui va être quoi que ce soit. Parce que déjà, ils sont en minorité dans nos quartiers. D'une. De deux, ça ce côté-là où tu es toujours dans la combativité. Ce qui fait que tu peux nous ramener dans des endroits beaucoup plus huppés ou autres. Tu vas pas être impressionné parce qu'un blanc, il va venir, il va te dire, oui, tu sais que déjà, tu vas avoir une répartie qui va être différente. Donc ensuite, je pense qu'un enfant noir, ou même maghrébin ou autre qui grandit en banlieue, va avoir cette identité-là. Il y a justement ce qu'ils appellent le CLJ à La Courneuve, qui ont créé une pièce de théâtre avec des adolescents, qui est passé là ce week-end, non même pas, mercredi, et c'était que des ados, maximum 25, plus petits 17, et ils ont créé une pièce de théâtre autour de l'identité. Et ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on dit souvent que je pense que là c'est carrément une émission. En gros, il y a des bonnes choses dans le 93, parce que lui, quand il a parlé de la réalité du Congo, moi je dis que même en France, il y a des réalités qui se superposent. C'est juste ça que je voulais mettre en avant. Alors, mais il y a des belles choses. On vient de là quand même. Mes chers animateurs, que je vous aime. Vraiment, mais par contre, je vais devoir vous demander de laisser la place aux autres aussi. Je vais rester avec Claudie. C'est une émission un peu spéciale, hein. Ça va bouger, d'autres vont arriver. Bachois, est-ce que tu peux laisser ensuite, Likeni, tu aurais aussi laissé ta place, ainsi qu'Alison. Je vais accueillir déjà, je vois qu'il y a Missiva qui est là-bas, donc lui laisser la place. Pendant ce temps-là, j'ai envie de te parler à toi, Claudie. Un président de la République qui est capable de dire à une population, mais qui est en colère, à juste titre, si vous n'étiez pas dans le giron français, vous n'auriez même pas de bouteille d'eau. Est-ce qu'on devrait se taire? Est-ce qu'on devrait ne rien dire sur ce plateau? Alors constamment dans un pouvoir individuel, ça n'a pas d'intérêt et c'est justement ce qui nous pousse toujours à nous détruire. On n'aura pas demain une catastrophe naturelle à laquelle la France n'a pas encore pensé. Est-ce que la Martinique, la Guadeloupe ne devraient pas être contents? Maintenant, ils ont une Miss France. Et je dirais à la communauté de lire à travers les lignes, d'arrêter de vous arrêter au premier message qu'on vous a donné, au premier sourire qu'on vous donne, parce que c'est comme ça justement qu'on n'arrête pas de nous la mettre à l'envers. Mais c'est de la manipulation mentale. Il y a un travail qui est fait depuis des décennies sur le psychisme des gens, donc des Noirs en général, des Africains en particulier. Sans prendre les gens pour des imbéciles. Est-ce que tu te sens coupable? Concrètement, je pourrais dire que je suis coupable. La violence de la taille. Amis et membres